Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jean Cuivre. C'est la première vidéo de l'année 2022, on est en avril, donc voilà, on est un petit peu en retard. Et je suis avec Pierre-Alexandre Ponant pour la seconde fois. On avait eu un entretien l'an dernier, en octobre ou en Salut novembre. Jean. Voilà, on avait abordé beaucoup de sujets en rapport avec la question de l'évolution du vivant et de l'intelligent design. Donc il faut savoir que Pierre-Alexandre, comme moi-même, nous réclamons de l'école Intelligent Design, dessin intelligent en français, c'est-à-dire qu'on ne croit pas en la théorie néo-darwinienne selon laquelle les animaux sont tous reliés par un ancêtre commun et évoluent naturellement au cours de longues périodes. Euh, donc voilà, c'est un petit peu le pilier central du premier entretien qu'on avait. Et évidemment, on parle beaucoup de biologie, donc il y a énormément de sujets à aborder. Et le débat création-évolution, il se fait sur de très nombreux segments qui sont même parfois qui débordent de la biologie. Et aujourd'hui, voilà, on a des nouveaux sujets qu'on n'a pas abordés précédemment. Moi, il y en a certains que j'avais abordés dans plusieurs vidéos, mais ça commence à dater. Donc, on va faire une sorte d'update un petit peu sur les différents sujets. Et c'est Pierre-Alexandre qui va commencer en nous parlant de la baleine, puisqu'il a une présentation sur l'évolution de la baleine. Bonsoir Pierre-Alexandre. Ouais, salut Jean. Alors bah oui, la baleine. Alors donc allez, les petits slides. On va faire une petite introduction avant de parler de la baleine sur un petit peu les controverses sur l'arbre de la vie et sur l'évolution, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau académique, en fait, dans les arcanes du monde académique, même si on le voit pas forcément dans les reportages grand public ou dans les magazines type Science et Avenir, etc., bah, il y a vraiment débat sur le concept de l'arbre de la vie, de l'arbre du vivant, et sur le concept d'évolution. Et donc, alors pour commencer, on va prendre des petites citations que je vais traduire. Donc, beaucoup de biologistes pensent maintenant que le concept d'arbre de la vie est complètement obsolète et a besoin d'être complètement jeté à la poubelle, hein, discarded. L'évolution des animaux et des plantes n'est pas du tout selon un schéma d'arbre. Une autre citation du coup de Lawton, l'arbre de la vie. Donc là, il est réduit en pièces par un faisceau très important de preuves négatives. Et donc ça a été publié dans le New Scientist. Donc ça, c'est des revues scientifiques hein, prestigieuses. Hein, c'est pas Madame Soleil ou la coiffeuse du coin. À chaque fois, les citations qu'on va donner, ce sont des docteurs en biologie, voilà, des gens qui sont spécialistes. Ok, intéressant, oui, je crois que je connaissais ces citations. Très bien, donc on passe à la slide suivante, je suppose. Alors donc ouais, ce sont les fossiles de la baleine en fait. Ça fait partie. Bon, je vais le résumer sans le retraduire forcément. En fait, dans l'arbre du vivant, on voit très très peu de transitions qui sont graduelles et vraiment progressives qu'on peut détailler dans le registre fossile. En fait, dans le registre fossile, je vais y venir un petit peu après avec les slides. On a eu 25 épisodes massifs d'apparition d'espèces avec des plans d'organisation ou des nouveautés au niveau de la complexité du vivant qui sont complètement différentes de ce qu'il y avait avant dans le registre fossile, sans qu'on voit d'ancêtre commun net ou de transition graduelle. Et ça, c'est ce que Stephen Jay Gould appelait le petit secret bien caché de la paléontologie, c'est qu'en fait, normalement, on devrait s'attendre à voir des transitions assez fluides dans le registre fossile entre les espèces où on voit bien des changements graduels. Or, on le voit pas du tout. On voit que des apparitions abruptes d'espèces sur des temps très très courts. Et après, ce qu'on appelle des périodes de stase où les espèces ne vont presque pas évoluer, ou en tout cas ne pas avoir, à part des changements de taille, des choses comme ça, pas avoir des nouveautés anatomiques majeures. Et donc, la baleine, elle est reconnue comme une des exceptions, donc c'est ce que dit le docteur Bertha, où on voit en fait tout un ensemble de fossiles graduels qui détaillent vraiment magnifiquement, a priori, le passage en fait d'un mammifère terrestre à un mammifère aquatique, puisque donc la baleine
est un mammifère, hein, donc elle respire de l'oxygène par un évent. Elle est obligée de remonter à la surface pour ça. Elle allait son petit. Elle a toutes les caractéristiques d'un mammifère. Et donc, voilà, on aurait la preuve de l'évolution avec ces fossiles de la baleine, au point même, en fait, que c'est reconnu par les scientifiques comme parmi les meilleurs exemples, voire le meilleur exemple pour prouver l'évolution. C'est ce que dit notamment Jerry Coyne dans Why Evolution is True. Et on va voir bah, que c'est une arnaque complète. Voilà. Ok, Ça me donc fait- effectivement, on peut. Je vais mettre. J'avais une image qui traînait là-dessus. Voilà, donc pour resituer, dans le cadre de la théorie de l'évolution, je l'ai pas ici. Alors est-ce que je l'ai quelque part par là? Dans le cadre de la théorie de l'évolution, les baleines font partie donc des cétacés évidemment, et ont évolué à partir des mammifères terrestres. Donc c'est pas les poissons qui ont donné les mammifères, c'est vraiment les mammifères terrestres qui ont ensuite donné les cétacés, donc les mammifères marins. C'est pour ça qu'effectivement ils ont des poumons, comme tu le dis, et ils allaitent leurs petits. Bon, j'ai pas l'image, tant pis. On reprend, pardon, hein, on reprend le fil de ta présentation. Bah, je pense que l'image que tu cherchais avec, ça va un petit peu illustrer ce qu'il y a dans les slides. Alors, slide d'après. Voilà. Donc, une autre citation, donc du coup, c'est un petit peu en petit de Davalos et Al. Donc, pareil, dans une revue scientifique et comité de lecture, hein, Biological Reviews. Donc, la phylogénie, les conflits phylogénétiques sont en fait communs et sont plus fréquemment la norme que l'exception. C'est-à-dire que on essaye en fait d'établir un arbre du vivant, donc qu'on peut essayer de chercher avec des caractéristiques anatomiques qui se ressemblent. Par exemple, bah, les mammifères donc, qui allaitent leurs petits, ou la conformation osseuse qui fait que par exemple une chauve-souris va être plus proche d'un être humain qu'une limule ou qu'un crabe, ou des comparaisons avec l'ADN, donc avec le patrimoine génétique. Et donc normalement, si on avait un arbre du vivant avec une évolution classique, eh ben, on devrait avoir justement une phylogénie donc, qui est cohérente, c'est-à-dire que dès qu'on va analyser certains gènes ou tous les gènes ou des caractéristiques anatomiques, bah, tout va s'accorder. Or, en fait, on voit aujourd'hui que quand on analyse des gènes différents, eh ben, en fait, l'arbre du vivant, il se ressemble pas du tout par rapport à l'analyse d'un autre gène. Quand on commence à regarder les caractéristiques anatomiques, c'est pareil, ça correspond pas du tout. Et que en réalité, l'arbre du vivant, on n'arrive pas à en construire un qui soit propre parce que on est dans des contradictions totales beaucoup plus fréquemment que sur un avis concordant. Oui, c'est très intéressant. Il y a une image assez connue qui est l'image le gène. Alors, c'est le gène qui produit la protéine cytochrome C. Et on voit très bien avec les pourcentages du coup qui correspondent à l'arbre de la vie. Donc, ils vont dire, OK, il est 2% différent avec le chimpanzé, 4% avec le gorille, etc. Ensuite, les chiens, voilà, les lapins, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on va considérer un autre gène, ça va donner un autre arbre de la vie. Donc c'est exactement ce que tu dis, oui. C'est selon qu'on regarde tel ou tel caractère, tel ou tel gène, en fait, il y a des conflits. C'est exactement ce qui est dit ici. J'avais fait une vidéo dédiée à ça, ouais, c'est vraiment intéressant parce que euh, et c'est typiquement un cas où justement si on se concentre juste sur une phylogénie à partir d'un gène, ben, on va obtenir un très bel arbre. Mais si on s'arrête là, évidemment, c'est pas, il y a un très gros écart scientifique parce que le but c'est aussi de voir si les autres gènes ont amènent un petit peu les mêmes conclusions. Et en fait, pas du tout. Et souvent, même avec la morphologie, il y a aussi des conflits. Euh, voilà. Ok. Slide suivante. Alors, donc, malgré le grand nombre de données et l'ampleur des taxons analysés, les relations entre la plupart des phylums restent non résolues et un arbre de la vie qui serait complet et précis
reste un objectif complètement élusif. Alors ça se dit élusif en français, mais complètement, je sais pas, si tu trouves un meilleur mot, un meilleur synonyme, genre, mais complètement Oui, inatteignable, on un va petit dire. peu Ouais, inatteignable. voilà. C'est-à-dire que plus on fouille, en fait, plus le concept d'arbre de la vie précis, en fait, bah, on s'en éloigne, on tombe dans des contradictions. Et là encore, voilà, ça a été publié dans Science en 2005. Donc voilà, encore une revue scientifique à comité de lecture. Slide suivante. Donc les arbres évolutifs construits par les études alors, par les studying biological molecules, par les études des molécules biologiques, souvent ne ressemblent pas à celles que l'on pourrait inférer avec la morphologie. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et ça, encore une fois, voilà, c'est paru en 2000 dans Nature. Voilà, donc ça c'était une petite intro, on va passer un petit peu à ce qu'il y a de plus précis après. Donc slide Ok. suivante. Donc là, alors peut-être tu peux zoomer un petit peu. Donc ça, c'est pour montrer, ouais, zoomer en avant, histoire qu'on voit mieux. Voilà. Donc ça, c'est comment dire, des plantes fossiles et des plantes actuelles. Et donc c'est pour illustrer un exemple de stase, c'est-à-dire que quand on trouve le fossile et la plante actuelle, ben, on voit que on tombe absolument sur la même et elle n'a pas du tout bougé. Alors on va donner plusieurs exemples, un petit peu pêle-mêle. Là, ça n'a pas vocation à être exhaustif. Ça va être pour illustrer un petit peu après la baleine. Slide suivante. Ouais, ce que je voulais dire, c'est alors oui, il y a le terme de living fossile qu'on peut voir quand on s'intéresse un petit peu à bah, du coup à la théorie de l'évolution. Et il y avait notamment le cas du sélacanthe, dont on Ouais. savait qu'il avait vécu à l'époque des dinosaures, je crois, ou en tout cas plusieurs dizaines de millions d'années. Et on en a découvert des vivants, tout simplement. Donc en fait, on sait pertinemment que c'est impossible puisqu'il y a des accumulations de mutations. Donc c'est pas possible qu'une plante garde cette structure pendant si longtemps ou qu'un poisson se retrouve quasi identique au bout de 60 millions d'années. Donc c'est vraiment intéressant, ouais, ces cas de figure-là. Donc j'enchaîne. Ok, on est à celle-ci. Bah, juste pour faire un aparté, moi ça me paraît cohérent dans le sens où le code génétique est justement, quand on fait les analyses mathématiques dessus, on voit qu'il est très bon pour préserver les erreurs et notamment justement les mutations et la transmission du patrimoine. C'est plus la discordance qu'il y aurait entre des espèces qui évoluent très rapidement et d'autres, par contre, ça bougerait pas malgré les mutations. Mais on va y revenir. Alors, donc là, pareil, on a une libellule et on a des libellules, voilà, bah, qui datent de plusieurs dizaines et dizaines de millions d'années. On est même en centaines de millions là, et qui ressemblent exactement aux libellules actuelles. Et voilà, à part la taille, donc celle-là elle faisait presque 1 mètre, hein. Enfin peut-être pas celle-là, mais il y en avait en tout cas qui faisaient presque 1 mètre, genre 80 centimètres de mémoire. La morphologie en elle-même ou la complexité n'a pas changé. C'est d'ailleurs amusant. Les animaux sont censés évoluer au cours du temps, mais la plupart des animaux du passé étaient plus gros et donc forcément avaient une morphologie supérieure. Ouais. Après ça, ça peut être aussi épigénétique, tu sais, avec comment dire, un taux d'oxygène qui aurait été différent à l'époque, qui ferait que on aurait plus d'énergie disponible pour les mitochondries, donc on serait amené à pouvoir avoir des animaux un peu plus grands parce qu'ils pouvaient plus facilement construire des tissus plus grands. Enfin, c'est une hypothèse hein, que j'ai, hein, mais tu vois, ça peut être aussi, c'est pas forcément de la perte de valeur génétique, ça peut être épigénétique, comme ça peut aussi très bien être, comme tu dis, de la perte de valeur génétique, et ça, on a des preuves sur d'autres dossiers, en effet. D'accord, oui, c'est vrai, c'est intéressant. Ouais. L'environnement, il est difficile de le connaître quand on remonte sur des périodes très lointaines. Slide suivante. Hmm. Donc, pareil, hein, pour les plus vieilles tortues qu'on retrouve au niveau des fossiles. Bon, bah, ça n'a pas changé par rapport aux tortues actuelles. Voilà, bon, slide suivante aussi, on va montrer d'autres exemples. On va pas s'étendre. On pourrait, hein, mais. Et donc là, voilà, là je vais illustrer quelques concepts. Donc je disais qu'il y a eu 25 grandes explosions de vie où en fait on a des nouveautés en termes d'animaux ou de plantes en fait qui sont apparues, mais vraiment soudainement, mais avec un nombre d'espèces mais incroyable. Par exemple, on a eu la grande explosion des insectes au Carbonifère où sur une période, allez, d'à peine plus de 10 millions d'années, donc entre 7 millions et ça fait combien? Et 18 millions d'années,
on a la quasi-totalité des insectes qui sont apparus. Donc que ce soit les libellules, que ce soit les guêpes, que ce soit les abeilles, que ce soit les scarabées, que ce soit alors il y a des noms en anglais d'ailleurs que je connais même pas forcément toujours là. Scarabée, c'est. Mais du coup, donc là, tu te réfères à une seule ligne ou tu parles de l'ensemble? Parce que je vois bugs. Bugs, ça veut dire insecte. Ouais, alors du fois le mot bugs il englobe plusieurs trucs. Par exemple, wasps ce sont les guêpes, beetles ce sont les abeilles, roaches donc ça c'est les cockroaches, donc les scarabées, dragonflies ce sont les libellules, mayflies ce sont les lucioles, etc., etc. Et donc tout ça en fait ça montre qu'on a eu un ensemble d'insectes avec des plans d'organisation hyper différents qui sont apparus mais vraiment tous d'un coup à l'échelle historique. Et ça, c'est très très surprenant parce que si on a besoin d'autant de mutations pour créer autant d'organisations différentes, parce que ce soit les ailes d'une libellule qui est capable de voler en avant et en arrière à la fois, d'inverser le sens du vol, que ce soit un papillon, que ce soit un scarabée, que ce soit la mue, même d'une chenille en papillon, c'est des choses qui sont d'une complexité absolument énorme et que ça ait pu se faire par des mutations hasardeuses sur des périodes aussi courtes mathématiquement, ça pose problème en fait. Oui, et c'est aussi intéressant parce qu'il y a beaucoup d'insectes qui ont ce fameux passage à l'état larvaire. Le papillon, par exemple, qui se met dans son cocon, et là, il y a toute une transformation anatomique qui est absolument incroyable qui a lieu avant qu'il trouve sa forme adulte et s'envole. Et il y a eu beaucoup d'analyses là-dessus, hein. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais c'est absolument incroyable tout ce qui se passe dans le cocon et la complexité des interactions chimiques pour avoir ce corps à l'âge adulte. Là, je montre une libellule, mais je ne sais pas si elles ont le même mécanisme. Mais en tout cas, les papillons, ils l'ont. Ouais. Ils font partie de ta liste. Voici un stade larvaire pour les libellules. Donc voilà. Slide suivante. Donc là, ça c'est la fameuse explosion du Cambrien, donc qui se situe entre moins 537 et moins 508 millions d'années, où là on a la plus grande explosion de diversité d'espèces avec des plans d'organisation énormes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il nous reste 27 phyla. Donc dans l'histoire en fait de la biologie on en compte 33, mais il y en a qui ont disparu. Mais actuellement on a 27 phylums. Alors des fois désolé je parle en anglais. Mais il y a eu 20 sur ces 27 phylums qui sont apparus au Cambrien, donc des plans architecturaux qui sont absolument énormes, hein, d'une différence énorme, et ils sont tous apparus en même temps, sans qu'on voit d'ancêtres communs dans les fossiles, sur une période extrêmement courte, ce qui encore une fois pose un problème mathématiquement au hasard. Voilà, slide suivante. Oui, avec la période de l'Ediacaran, donc le Stephen Meyer, qui fait partie du Discovery Institute, il a peut-être une soixantaine de citations sur ce problème de l'explosion cambrienne. Je recommande vraiment son livre. Alors j'ai oublié le titre, mais je le donnerai un peu plus tard. Il en a plusieurs, Darwin's Doubt, je pense, celui-là, ou Signature in the Cell. Ouais, je crois que c'est Darwin's Doubt, et c'est vraiment intéressant. On voit à quel point cette zone en jaune, là, c'est vraiment le désert, en fait. C'est-à-dire qu'il y a très, très, très peu de choses. Et en vert, dès qu'on arrive à l'explosion cambrienne, c'est une diversité déjà immense, en fait. Ouais. Voilà. Pareil pour l'origine des plantes à fleurs, donc qui apparaissent en 15 millions d'années maximum. Alors, quand il y a des dates comme ça, 130, 115, c'est une étendue maximum. C'est parce que des fois, il va nous manquer des fossiles. Donc, du coup, on va avoir un gap entre certains fossiles, mais si ça se trouve, ça peut être beaucoup plus instantané que ça, hein. Et donc, ça, c'est ce qu'on a appelé, ce que Darwin appelait l'abominable mystère. Donc là, si on traduit, l'apparition soudaine, pardon, de la plupart des espèces d'angiospermes, donc dans le Upper Chart, c'est une période en géologie, ça rentre en conflit fortement avec la perspective de changement gradualiste de l'évolution. Et voilà, ça c'est dit encore par Friedman, hein, qui est un évolutionniste. Et voilà, ça c'est encore pour illustrer que
parce que les plantes à fleurs sont d'un nombre, d'une diversité incroyable. Hein. C'est pas juste quelques plantes à fleurs. Si vous imaginez toutes les plantes à fleurs qu'il y a dans le monde, elles apparaissent soudainement comme ça, sans qu'on leur trouve d'ancêtre commun. Voilà, slide suivante. Et pareil, alors un dernier pour illustrer la radiation des mammifères. Donc là, vous voyez sur la petite bande jaune, je sais pas si tu peux zoomer. En fait, entre 62 et 49 millions d'années, donc on a eu une apparition de la quasi-totalité des ordres des mammifères. Donc, alors que ce soit les lapins, que ce soit les écureuils volants, que ce soit les vaches, que ce soit les hippopotames, que ce soit les lamantins, que ce soit les souris, que ce soit les tapirs, que ce soit les renards, etc., sont apparus dans une période mais extrêmement courte. Et quand on voit le nombre de mutations qu'il faut pour changer des animaux qui sont aussi différents, par exemple la baleine et la chauve-souris ou la baleine et l'hippopotame, je vais faire un calcul bientôt pour l'illustrer, ça pose encore une fois un problème qui est extraordinaire. Et donc là j'ai montré donc que 4 slides avec des explosions de la diversité, mais il y en a beaucoup plus, on pourrait faire une émission entière dessus, mais là c'est pas le but, on va se concentrer sur l'icône de la baleine. Mais c'était juste pour illustrer le fait que dans le registre fossile, on a l'apparition soudaine justement des grands ordres comme ça, avec des phases de stase où on les voit plus évoluer. Alors il y a eu la théorie des équilibres ponctués qui a essayé de trouver une explication à ça, qui dit qu'en fait on voit pas les fossiles intermédiaires parce que en fait ça a explosé sur une période tellement courte que c'est pour ça qu'on les trouve pas. Alors c'est suffisamment, c'est-à-dire que l'évolution est suffisamment lente pour qu'on la voit pas sous nos yeux, pour voir la formation de nouveaux organes ou de nouvelles espèces aujourd'hui. Parce que bon, aujourd'hui on voit des changements qui sont pas de cet ordre-là. On pourra en discuter. Mais par contre, c'est suffisamment rapide pour qu'on les voit pas dans les fossiles. On pourrait faire une émission entière sur la théorie des équilibres ponctués, qui est une vaste fumisterie. Mais là, on va essayer de faire la preuve par le calcul mathématique que de toute façon, ce n'est même pas possible que ça arrive par hasard et sélection naturelle. Oui, et d'ailleurs, Jay Gould, donc je pense sur les 20 dernières années de sa vie, est revenu assez généralement sur la théorie des équilibres ponctués qu'il avait formulée ou co-formulée avec Niels Eldredge. Et en fait, il est revenu sur une position beaucoup plus orthodoxe. Parce qu'effectivement, ce qu'on lui a dit, c'est Jay Gould, elle est bien ta théorie, mais le problème, c'est que il faut forcément du temps pour avoir des évolutions. Il faut des essais, il faut des groupes qui sont sélectionnés, etc. Ça prend un temps gigantesque. Donc tu peux pas arriver et dire ça évolue tout très vite suite à une situation de crise. On obtient d'un coup un hérisson, des lamantins et des êtres humains. Ça correspond encore moins à ce qu'on a au niveau expérimental. Donc effectivement, il est revenu sur cette théorie de manière assez explicite. Donc voilà, alors on va s'intéresser à la baleine. Donc la baleine, alors, là tu peux passer les images un petit peu en rafale, hein, on va les décrire. C'est un animal qui est un petit peu à part donc par rapport aux autres mammifères. Donc il a une nageoire caudale. Vas-y, fais défiler. Hein. D'accord. La suite, l'image d'après, celle encore après. Donc là, voilà, il a une nageoire dorsale. Donc certaines baleines ont des fanons, donc pour filtrer le plancton. Vas-y encore. Tu peux faire défiler, ouais. Donc voilà, des nageoires aussi. Donc ce sont pas des membres pour marcher. Et donc, alors, il y a eu tout un débat dans la communauté scientifique qui serait quel est l'ancêtre commun de la baleine, enfin quel animal actuel est le plus proche de la baleine. Alors ils ont changé tout le temps. Hein. Donc il y a eu à l'époque Darwin qui a pensé que c'était un ours. Après on a pensé que c'était quelque chose qui s'apparentait au loup ou au grand félin, au grand félidé. On a pensé au cervidé, donc à un cerf récemment. Alors il y a eu l'université de Tokyo en 2011 qui a dit vous vous plantez tous complètement. D'après les analyses génétiques, ce serait l'hippopotame. Le problème de l'hippopotame, c'est que en fait, il est apparu dans le registre fossile environ 40 millions d'années après la baleine, et qu'en plus, par rapport aux fossiles intermédiaires qui nous ont trouvés, l'hippopotame étant herbivore,
Il n'a pas du tout les mêmes dents que le Rhodocetus, par exemple, dont on va parler après. Mais en plus de ça, il a plus de 300 changements morphologiques majeurs qui apparaissent. Donc, par exemple, une baleine, qu'est-ce qu'elle a de différent avec un mammifère terrestre ou semi-aquatique comme l'hippopotame? Donc, plus de 300 changements morphologiques majeurs. Donc, on peut citer pêle-mêle les fanons au lieu des dents, la queue qui permet la propulsion, des capacités de plonger en profondeur, donc pour supporter les hautes pressions et puis pour pouvoir respirer plus longtemps, qui sont totalement supérieures à celles de l'hippopotame. Un système de refroidissement testiculaire parce que dans les eaux profondes, ils seraient pas capables de se reproduire parce que les spermatozoïdes ont besoin d'être à une certaine température. Des valves sur les les mamelles pour que le baleineau ne s'étouffe pas sous l'eau en allaitant. Des oreilles qui deviennent internes et non externes comme l'hippopotame et qui peuvent supporter une très haute pression. Des narines qui migrent au sommet de la tête parce que donc vous avez déjà dû voir ça. Les baleines, ça respire, donc il y a un évent, c'est un trou au sommet du crâne par lequel en fait il va respirer. Donc nous on a des narines comme l'hippopotame qui sont là, et donc il aurait fallu que ça migre. Mais en plus de ça, il y a une grosse différence, c'est que nous, tout comme l'hippopotame, on a un système en fait respiratoire et alors, manducatoire. Je sais pas si ça se dit pour la manducation. Donc manducation, c'est l'acte de manger, tout simplement. En fait, qui se réunissent, c'est-à-dire que on va avaler par le même trou que par lequel on respire, mais après, en fait, du coup, ça se sépare. On peut respirer par le nez ou par la bouche, et les deux conduits se rejoignent de toute manière. Ouais. Le larynx et le pharynx. Mais pour la baleine, ça c'est dissocié. Et on peut se demander, au niveau intermédiaire, d'ailleurs, comment ça s'est fait. Parce que, du coup, si ça commence à migrer, et que du coup, ça se dissocie au niveau du tuyau, mais que c'est plus raccordé, comment il peut manger ou il peut respirer. Du coup, quand le trou pour respirer, il migre au niveau de la tête, moi, j'arrive pas à voir l'intermédiaire. Là, personnellement, ça me pose problème. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il y a plus de 300 changements morphologiques majeurs. Et on va essayer de voir, donc du coup, si ça a pu se produire. Donc les scientifiques s'accordent au niveau des fossiles sur environ 8 millions d'années. Donc ce serait fait en environ 8 millions d'années. Bon, après, il y a des débats sur les dates, mais vous allez voir qu'on pourrait multiplier ça par 100 millions ou 1 milliard d'années, qu'on n'y arriverait toujours pas, on n'est pas au niveau du compte. Donc de toute façon, on n'est pas à un facteur 10 près. Donc on va faire un petit calcul, on va faire une hypothèse restrictive qui est que chaque changement morphologique majeur ne demande qu'une seule nouvelle protéine. En réalité, c'est incommensurablement plus. D'accord ? Et alors, donc bon, dans les autres vidéos, on a un petit peu expliqué comment ça se faisait, le passage de l'ADN aux protéines. Je vous invite un petit peu à regarder les chaînes. On va dire que vous connaissez un petit peu. Les protéines sont elles-mêmes composées d'acides aminés. Donc, et l'acide aminé, en fait, sont créés à partir en fait du mode d'emploi qu'est l'ADN. Et les acides aminés sont généralement assez longs. Hein. Ils sont très très longs. Là, on va prendre des petits acides aminés. On va dire qu'ils ont 100 acides aminés, ces protéines. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Généralement, on est sur beaucoup plus. Et donc, chaque acide aminé, c'est codé donc au niveau de l'ADN par des codons de 3 lettres. Parmi 4 lettres possibles, donc A, T, G, C, adénine, thymine, guanine et cytosine. Et donc, en raison, alors bon, on pourrait refaire un détail de comment ça marche. Ça sera peut-être un petit peu long. Je vous invite à regarder sur Internet si vous savez pas comment ça marche. Donc, on a un code génétique qui traduit les codons d'ADN en acides aminés. Et en raison de la redondance du code génétique sur la dernière lettre, on va être généreux. On va dire que les modifications ne doivent concerner que les 2 premières lettres. Même si c'est pas forcément vrai, que en fait la dernière lettre a un impact, notamment au niveau de la vitesse enzymatique, notamment. Enfin, il y a pas mal de choses qui se passent, mais on va pas rentrer dans les détails techniques. Donc, quel est le nombre de changements requis pour avoir 300 changements morphologiques majeurs, sachant que ce sont des hypothèses très très conservatrices. C'est-à-dire combien de changements au niveau de l'ADN sont requis. Donc on va en avoir 300 fois 100, donc 300 changements fois 100 acides aminés, fois 2 parce que c'est sur 2 lettres des codons. Donc on arrive à 120 000 lettres d'ADN qui doivent être modifiées. Et comme il y a 4 lettres possibles, la probabilité de tomber sur la bonne séquence est de 1 quart puissance 120 000. Alors c'est un nombre
absolument ridicule, quoi. C'est-à-dire, la probabilité est absolument ridicule. Alors, faut un petit peu imaginer ce que c'est en termes mathématiques. Juste pour, à titre de comparaison, le nombre d'atomes dans l'univers, c'est 10 puissance 80. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus facile pour un astronaute, mais alors beaucoup plus facile, hein. Pour un astronaute qui aurait les yeux bandés, qui pourrait se balader dans l'univers, de trouver un atome précis par hasard, qu'on a dit tu dois tomber sur celui-là. Donc ça, vous êtes près de chez vous, il y a tous les atomes des plantes, des maisons, des grues possibles, mais multipliés par le nombre de planètes, de galaxies, etc. dans l'univers. C'est beaucoup plus facile pour un astronaute de tomber sur un atome précis dans l'univers que d'arriver au nombre de changements requis pour faire passer l'hippopotame à la baleine par hasard et sélection naturelle. Donc ça, c'est quand même dingue et c'est dommage que les mathématiciens se penchent pas plus dessus, même s'il y a pas mal de mathématiciens justement qui mettent en avant ces arguments. Et moi, j'ai une formation mathématique, c'est vraiment ce qui me choque le plus. Et alors, j'entends un argument, ça c'est très important de le débunker, que j'entends tout le temps, que j'ai entendu sur la tronche en biais, que j'ai entendu encore l'autre jour avec un docteur en biologie. J'entends l'argument qui est oui, mais c'est pas parce que c'est improbable que ça peut pas arriver. Regarde, si par exemple toi, parmi les millions de spermatozoïdes dans les testicules de ton père, ça tombe sur ton spermatozoïde, il y avait très peu de chance. Pourtant, c'est bien arrivé, c'est toi, et ça te surprend pas. Et donc là, c'est très important de comprendre ça parce que comprendre l'erreur de logique et de raisonnement derrière ça, ça permet de détruire toute la logique de certaines personnes, notamment la tronche en biais, qui se base là-dessus au niveau du hasard. Donc en fait, ils confondent ce qu'on appelle probabilité et probabilité conditionnelle. Donc programme de troisième en proba, c'est-à-dire que si on a un événement A, on va calculer la probabilité de cet événement A, sachant A. Donc par exemple, quelle est la probabilité que je sois né, sachant que je suis né. Et P de A sachant A, bah, c'est égal à 1 en proba, et donc 100%, et donc ça ne nous surprend pas. Mais en l'occurrence, là, on essaye de savoir quelle est la probabilité avant que ça arrive, parce que du coup, si il y a une décharge et qu'il y a un ouragan qui passe au-dessus d'un tas de tôles avec des boulons, des plaques de tôle, et que ça fait un Boeing 747, et qu'il y avait une chance sur des milliards de milliards que ça fasse un Boeing 747, bah, peut-être que ça va vous surprendre un petit peu plus. Mais quelle est l'erreur de raisonnement en fait dans la comparaison avec les spermatozoïdes dans les testicules? C'est qu'on compare en fait une série d'issues qui vont être les mêmes. C'est-à-dire que peu importe que ce soit un spermatozoïde qui soit moi ou quelqu'un d'autre, ça aurait donné naissance à quelqu'un qui aurait pu se faire cette remarque. Donc en fait, dans tous les cas, il y a quelqu'un qui se dit quelque chose. Et donc en fait, les événements au niveau des résultats sont les mêmes. Mais par contre, quand on prend un événement probabilistique ou, par exemple, on prend l'exemple de la décharge avec un ouragan qui passe à côté, dans l'immense majorité des cas, un ouragan qui passe au-dessus d'une décharge, ça restera des tôles et des boulons. Et dans un événement qui n'arrivera jamais, et on va dire que ça arrive, ça forme un Boeing 747. C'est un cas très rare par rapport à l'ensemble des issues possibles. Donc comparer des événements où on a tous les mêmes résultats ou un événement qui est extrêmement rare, bah effectivement, il y a de quoi être surpris. Donc là, on a une grosse erreur de raisonnement mathématique et je vois que beaucoup de biologistes font cette erreur de raisonnement, mais c'est très important de comprendre que la complexité du vivant n'a rien, n'a rien de logique. Le vivant n'a rien de probable. C'est totalement improbable. Alors sur le larynx et le pharynx, juste pour revenir sur ce point-là, c'est très intéressant parce que j'en avais parlé avec pendant mon entretien avec FL Reptile. Il y a vraiment le pharynx qui se divise en deux conduits, qui se réunissent de l'autre côté, et le larynx qui passe au milieu. Et évidemment, les deux conduits ne sont pas reliés. Donc comment on obtient cette propriété-là sur voilà, des modifications aléatoires minuscules, génération après génération. C'est très intéressant comme question. Mais voilà, c'est une petite parenthèse. De toute façon, comme tu dis, il y en a énormément des changements. Et donc, voilà, il y a deux choses à rajouter sur ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a un contre-argument classique, c'est de dire tous les gens, il y a des gens qui gagnent à l'euro million. Donc, forcément, il y a bien quelqu'un qui va gagner. Donc, c'est pareil pour la baleine. Il se trouve que voilà, elle est là parce que il y a eu des, un très grand nombre d'essais dans toutes les directions et ça a fait la baleine. Mais évidemment, le problème de cet argument-là,
c'est que comme tu l'as rappelé au début, il y a un registre fossile qui est extrêmement découpé. Et du coup, s'il y avait eu des milliards et des milliards et des milliards de tentatives justement de proto-baleines, on devrait les retrouver dans le registre fossile. Et le problème, c'est qu'on retrouve des baleines dans le registre fossile. Donc, plus la probabilité d'obtenir une structure est faible, plus il va falloir mathématiquement un très grand nombre d'essais et de tentatives et de branches euh, diagonales pour arriver du coup à la baleine moderne en l'occurrence. Et le problème, c'est que ces éléments-là n'existent pas du tout dans le registre fossile. Donc il faut aussi mettre ça en relation avec voilà, si on avait trouvé 10 millions d'espèces de baleines un petit peu différentes, avec justement certaines qui ont telle propriété, d'autres qui ne l'ont pas, là, ça aurait une toute autre couleur, on va dire, notre discussion. Pas Jean, parce qu'en fait, si on voyait une évolution graduelle, par exemple, on pourrait très bien être un intelligent design évolutionniste. Mon calcul prouverait juste que ce ne serait pas le hasard, c'est-à-dire qu'on verrait une évolution, mais que l'évolution aurait été guidée. C'est juste que le calcul montre que c'est impossible que ce soit le hasard. Le fait même de trouver ces fossiles intermédiaires n'aurait jamais remis en question l'impossibilité du hasard dans ce processus-là, en fait. Ça dépend. Moi, alors, je suis à moitié d'accord parce que je pense que ce qu'il faut prouver aussi, c'est que toutes les structures un petit peu transverses, donc qui sont pas exactement la structure exacte que tu donnes là. En fait, il y a des évolutionnistes qui vont dire de toute façon 80% des mutations, à leur manière, vont conduire à des évolutions et à différentes formes. Et du coup, c'est aussi à ça qu'il faut répondre, puisque il ne faut pas considérer qu'il y ait qu'une seule combinaison qui puisse exister pour que la baleine existe. On est d'accord. En fait, ce qui est difficile, c'est que et où il pourrait y avoir d'autres baleines ou d'autres types de structures. En fait, le problème, c'est que ça, et c'est un peu une des zones grises qui laisse un argument aux darwinistes qui comprennent mal les mathématiques, mais c'est assez intuitif. Je te donne une soupe de lettres et la probabilité que en fait tu balances des lettres dans une soupe et que ça forme des phrases, en fait, elle est très très faible par rapport au nombre de possibilités que ça fasse des phrases qui n'ont ni queue ni tête. Ou pareil, un singe qui tape sur un clavier, la probabilité qu'il écrive, il y a plein de livres possibles, tu vois, c'est comme la baleine qui peut avoir plein de structures possibles, il peut écrire plein de livres possibles, mais la probabilité qu'il écrive des livres qui ont du sens dans l'ensemble des textes qu'il peut écrire est très très faible. Et on ne sait pas le faire en ingénierie ou en biologie. On n'a pas un calcul qui nous montrerait quelle est la probabilité on pourrait estimer l'ensemble des structures qui seraient faisables par rapport à l'ensemble des mutations qui conduiraient à du grand n'importe quoi possible. Ce qui fait qu'on n'a pas de rapport chiffré, mais l'intuition veut que en fait c'est un nombre qui est tellement mais ridicule que pour moi il n'y a même pas une mutation sur 1 million qui va produire quelque chose qui fonctionne, que en fait le calcul là il est même généreux parce que du coup l'ensemble des trucs qui marcheraient est tellement faible que mon calcul en fait est même généreux et c'est bien pire que ça. Et donc c'est là que je pense que j'ai quand même raison sur le fait que si on voyait une évolution graduelle, ça démontrerait quand même que c'est impossible que ce soit le hasard, mais que cette évolution serait préprogrammée. Voilà, et c'est exactement ce sur quoi Douglas Axe a travaillé et a justement essayé de donner des chiffres sur ces éléments-là. Alors je crois qu'il en a, j'ai pas encore fini son livre. Mais je l'ai lu, j'ai encore les chiffres. C'est une protéine sur 10 puissance 64 qui va être fonctionnelle. Mais là, c'est juste à l'échelle de la protéine. C'est-à-dire que c'est même pas à l'échelle de est-ce que telle nageoire est fonctionnelle et tout, etc. Mais effectivement, l'ensemble des protéines fonctionnelles est très faible est très faiblement dense dans l'ensemble des protéines possibles en fait. Elles vont pas se replier ou elles vont pas avoir une fonction viable. C'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, et il y a aussi un point important, c'est que la baleine a un temps de génération assez long. Donc, une baleine qui se reproduit, voilà, une espèce, par exemple les mouches qui se reproduisent extrêmement vite. Là, il y a peut-être des scénarios qui sont imaginables pour de l'évolution, de la microévolution. Mais sur la baleine, déjà, c'est toute une autre histoire parce que une mouche, ça peut peut-être se reproduire tous les 3 jours. La baleine, si c'est tous les 40 ans, ça. Alors non, la baleine, j'ai regardé justement avant l'émission, je me suis intéressé, c'est 5 à 7 ans au niveau de la maturité sexuelle, et l'hippopotame, on est sur
7-15 ans parce qu'il y aurait eu un ancêtre commun. Mais alors, c'est que la maturité sexuelle ne veut pas dire que c'est l'âge auquel on se reproduit, hein. C'est comme chez les hommes, même si nous, on traîne un peu plus longtemps que les animaux. Mais si on part même sur du 5 ans en hypothèse ultra conservatrice, ça veut dire que le nombre d'essais, en fait, un essai, c'est chaque 5 ans. Et donc en fait là, ça diminue. C'est pas comme si on pouvait faire des essais à chaque seconde, à chaque milliseconde. Donc au niveau mathématique, c'est très compliqué quoi. Et c'est même plus que 5 ans parce qu'on a toute cette fameuse question de la fixation, c'est-à-dire qu'une mutation qui apparaît dans une population, elle n'est pas encore fixée. Et c'est quand elle atteint 80-90% qu'on parle de fixation. Et là, on a une population qui a évolué, pas juste un individu, parce qu'une mutation chez un individu, elle a une chance sur deux. Alors, ça dépend du nombre d'enfants, justement, à chaque génération, mais elle a de très grandes chances de disparaître dans les générations suivantes. Donc, il faut très vite Mm. qu'elle gagne et qu'il y ait un avantage reproductif notable par rapport aux autres individus de la même population. Il y a ça et aussi par exemple il y a un argument qui est pas mal opposé qui on va dire oui mais il y a beaucoup d'espèces, il y a un grand nombre de baleines qui se reproduisent. Donc en fait ça va accumuler ça va faciliter cette probabilité. Alors ça marche toujours pas hein, malgré le calcul, mais même si c'était le cas, le problème c'est qu'une mutation a énormément de mal à se fixer sur un grand nombre de populations parce qu'elle est diluée et donc on montre en fait par des calculs mathématiques en fait il faut que ça se fasse sur des petites populations isolées, ce qui fait que bah, justement ça réduit encore plus le nombre de possibilités pour qu'il y ait des mutations. Et voilà, donc c'est très compliqué et mathématiquement ça tient pas du tout la route. C'est exactement ça. C'est que les populations faibles, elles diminuent beaucoup le time, donc on peut avoir une fixation beaucoup plus rapide. Mais par contre, il y a beaucoup moins d'individus pour nos fameuses tentatives et nos probabilités. Donc c'est forcément un trade-off. Et il n'y a aucune des combinaisons qui fonctionne de toute manière pour l'évolution de la baleine. Et un point très important aussi, c'est que ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que les mutations aléatoires sont aléatoires. Donc c'est-à-dire que même si vous avez acquis un caractère, donc parmi les 300 dont il est question ici, et ben quand vous allez vouloir acquérir le second, vous avez tout autant de chances de détruire le premier que vous avez obtenu, puisqu'en fait, il y a des modifications aléatoires dans le génome. Donc à chaque fois, en fait, c'est pas une histoire de gain qui reste de manière permanente dans une population s'il donne un avantage. C'est vraiment des mutations aléatoires qui sont complètement indifférentes vis-à-vis de ce qu'elles vont perturber. Donc voilà, c'est comme si vous faites un mètre, vous tirez au dé, il faut faire 6 pour faire le mètre suivant, sinon vous revenez à 0. Et vous faites ça 1 million de fois. Donc même si vous êtes à une case de finir, si vous ne faites pas 6, vous retournez à 0 et vous recommencez. C'est un petit peu ça les mutations aléatoires aussi. On a tendance à l'oublier parce qu'on se dit c'est bon, elle a tel caractère, ça disparaîtra plus. Bah si, ça peut disparaître puisque les mutations elles sont complètement aveugles. Elles vont perturber ou elles vont faire évoluer telle ou telle chose. Voilà. Bah, on peut passer à la slide suivante. On va vraiment passer sur la baleine maintenant, l'arnaque des fossiles de la baleine. Et là, ça c'est sidérant. Moi, quand j'ai découvert ça, j'étais sidéré. Donc voilà, peut-être tu peux zoomer un petit peu plus. Alors là, ce que je vais vous dire, quand j'en parle même à des docteurs en biologie, ils sont même pas au courant de ça. C'est-à-dire que, par exemple, l'autre jour, j'ai quelqu'un qui est venu me parler, il me dit, ouais, mais la baleine, c'est documenté, on a trouvé des fossiles intermédiaires, etc. Et on va voir que c'est une des plus grandes arnaques de la biologie. Donc alors bon, il y a plusieurs écoles. Donc là, on a souvent du mal à trouver le premier ancêtre commun. Alors là, le Synonyx, c'était l'ancêtre qui ressemblait à un loup. Il y a plusieurs écoles, comme j'ai dit, ils se battent un petit peu là-dessus, mais ils disent bon, il y a 56 millions d'années, de toute façon, bon, que ce soit un loup, un hippopotame, un chat ou un cerf qui soit l'ancêtre commun de la baleine. Bon, il y a débat entre les scientifiques, mais c'est pas si grave que ça parce que après, on a des fossiles intermédiaires qui eux sont indiscutables et qui montrent vraiment que il y a eu cette évolution graduelle. Donc on a eu l'Ambulocetus qui a vécu il y a 49 millions d'années. Donc on l'appelait le walking whale, la baleine qui marche, qu'on a trouvé en 83 dans les montagnes du Pakistan. Après on a eu le Rhodocetus, donc voilà, qui commencerait à avoir une nageoire caudale et puis des membres qui ressemblent un petit peu à des nageoires, alors un petit peu à l'image d'une otarie qui marcherait un petit peu sur Terre et qui serait capable de nager, donc on aurait retrouvé ce fossile extraordinaire. Et puis avec j'ai oublié de le dire, pour l'Ambulocetus ou le Rhodocetus,
les narines qui commencent à migrer au-dessus de la tête pour former un évent. Et après, on aurait eu le Dorudon, voilà, là qui commence à vraiment ressembler beaucoup plus à une baleine. Et puis le Basilosaurus, bon, qui lui en fait a vécu au même moment que les baleines, mais bon, qui serait un cousin ou un précurseur. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut voir dans les musées, des diapos. Alors je te propose de mettre la suite. Alors c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, bon, bah effectivement, dur de nier cette évolution, quoi. Donc voilà, alors est-ce que l'ancêtre commun, j'ai pas mis les diapos dans l'ordre forcément, mais est-ce que c'est une hyène? Est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un hippopotame? Est-ce que c'est un cerf? Bon. Voilà, vas-y, tu peux mettre la suite. Ça marche pas la petite flèche. Alors voilà. Donc, alors pour les paléontologistes, c'est un véritable non-sens parce que les baleines ont été dans le registre fossile depuis 5 fois plus long que les hippopotames l'ont été. Donc ouais, il y a un gap de 40 millions d'années, hein. Les hippopotames sont apparus très très tard sur la scène et les baleines étaient déjà là depuis plus de 10 millions d'années. Alors moi j'ai vérifié un petit peu après. Là, lui, Dr. Domning, sa citation est un peu ancienne. En fait, c'est 40 millions d'années, hein, le trou dans le registre fossile. Et donc associer les deux est vraiment une absurdité totale. Voilà. Donc ça, c'est Dr. Daryl Domning, paléontologue et professeur d'anatomie à Howard University. Donc déjà, un petit problème sur l'hippopotame. D'accord, donc effectivement, il dit tout simplement, les baleines ne peuvent pas descendre des hippopotames parce qu'elles étaient déjà là depuis très longtemps quand on voit Voilà. apparaître l'hippopotame. Au niveau de l'ADN, c'est ce qui s'en rapproche le plus. D'accord, ouais. Donc, alors, le docteur Gingery, donc lui, c'est une sommité, c'est-à-dire que tous les fossiles importants de baleines intermédiaires ont été trouvés dans le monde par 2 personnes. Donc, le docteur Gingerich et son élève, alors attendez, j'ai du mal à reprononcer son nom, je vais aller dans mes notes, d'ailleurs que j'ai laissé dans le salon comme un couillon. Le professeur Tewissen, voilà, qui était son élève. Et donc le docteur Gingerich a trouvé donc lui le Pachycetus et le Rhodocetus et l'Ambulocetus a été trouvé par son élève Tewissen. Et donc il dit l'Ambulocetus a ses yeux. Alors donc oui, la baleine elle a les yeux sur le côté, hein, pas comme nous, pas devant. Elle a vraiment les yeux sur le côté. Et donc l'Ambulocetus a ses yeux qui sont sur le dessus du crâne d'une manière très étrange. Et donc, on ne peut pas penser finalement que ce soit l'ancêtre de la baleine. Peut-être que ça n'est pas sur la lignée principale. Donc, le docteur Gingerich, vous allez voir, ça, presque personne ne le sait, sur tous les fossiles intermédiaires qu'il a trouvés ou co-découverts, il s'est, je trouve pas le mot, il s'est est-ce que tu trouves? Il s'est Il émet des réserves finalement. mis des réserves. En fait, il a dit qu'il s'était planté. Donc, on va voir la suite. Alors, donc je rappelle que d'après le docteur Jerry Coyne et certains magazines scientifiques, la baleine est le meilleur exemple que l'on connaisse du registre fossile de transition. Donc là, on a affaire au Rhodocetus. Donc là, ça c'est le genre de petit dessin qu'on peut vous montrer, donc avec une nageoire caudale et avec donc des proto-nageoires un petit peu. Et donc on se dit extraordinaire. À quoi ressemble le vrai fossile? Je te propose de mettre la slide suivante. Ça, c'est un dessin, parce qu'il faut savoir qu'entre ce qu'on trouve avec les os et ce qu'ils dépeignent, eh ben, en fait, il y a tout un monde. Bah, voilà ce qu'on a trouvé. Et donc, en fait, bah, on n'a pas la nageoire, et on n'a pas, donc on n'a pas la nageoire caudale, et on n'a pas les proto-nageoires. Et le docteur Gingerich aussi avait dit que il avait probablement pas de cou, parce que du coup, les baleines ont pas de cou. Et donc, en fait, bah voilà ce qu'on a trouvé. Et donc, bah, le professeur Gingerich a dit après, bon, j'ai supputé, j'ai supposé qu'il avait une nageoire caudale et qu'il avait des flippers, donc des nageoires sur les côtés. Sauf qu'en fait, quand tu regardes le vrai fossile, bah, il a rien du tout, c'était juste une hypothèse. Et dans tous les musées, on nous montre des jolis dessins avec une nageoire caudale et des nageoires sur les côtés. Sauf qu'en fait, bah, sur ce qui a été trouvé, il y a rien du tout. C'est pas incroyable?
C'est assez, stupéfiant, oui, donc c'est intéressant parce que moi j'ai tout un dossier sur l'évolution humaine et en fait, je vais avoir une image qui résume ça parce qu'avec la théorie de l'évolution fonctionne toujours sur l'imaginaire parce que les choses du monde réel ne suffisent pas du tout et en fait montre l'inverse. Du coup, c'est systématiquement, une partie qui est inventée ou une partie qui est manquante et on va dire: «Beh, elle est manquante donc il y a peut-être ceci, il y a peut-être cela, tout est possible» et du coup, voilà, ils inventent des structures, qui viennent, se fondre dans, des lignes évolutives comme ça sur des millions d'années et c'est exactement voilà, il s'est passé la même chose avec beaucoup de squelettes, de l'évolution humaine, avec Lucie notamment où ils ont c'est pareil, c'est des squelettes, qui sont pas du tout en un seul morceau. Ils sont complètement reconstitués et avec des fois des assemblages même d'os qui viennent d'animaux différents. Il y a beaucoup de scandales, hein. Tout le long du XXe siècle, il y a eu des scandales avec des choses qui ont été cachées. Donc c'est le même genre de procédé, ouais, c'est assez incroyable. Et évidemment, quand un squelette est parfaitement complet, il appartient à un type d'animal, qu'on connaît. Et en fait, on sait dire: «Bon, ben ça, c'est une baleine, ça, c'est un cheval, ça, c'est un alligator» et évidemment, c'est quand il y a des demi-squelettes que là, tout est possible et ils viennent inventer des choses, quoi. Ouais. Et je te propose de mettre les slides suivants, tu vas voir, c'est pour tous les autres, c'est pareil. C'est incroyable. C'est sidérant. Alors, donc voilà, donc la citation du docteur Gingerich. J'ai spéculé qu'il allait avoir, donc Flux et une nageoire caudale. J'ai spéculé qu'il aurait une nageoire caudale. Je doute maintenant que le Rhodocétus avait une nageoire caudale. Il a dit pareil aussi pour les nageoires, j'ai pas mis la citation, mais il a dit pareil pour les nageoires ventrales, là, ou sur les côtés latérales. Je suis pas spécialiste des nageoires, hein, mais voilà, en tout cas, ouais, voilà, pareil, il s'est dédié, il a dit finalement, je pense pas que le Rhodocétus soit l'ancêtre commun de la baleine. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le musée dont il est directeur dans le Michigan continue de montrer le diagramme avec le Rhodocétus comme élément manquant du chaînon, sachant qu'il dit lui-même que ça marche pas. C'est incroyable. Oui et il faut aussi rappeler que la notion de tissu mou, hein, à chaque fois que vous voyez un dessin d'il y a 15 millions d'années avec des tissus mous, donc de la peau, des nageoires et cetera, en fait, souvent ils sont pas retrouvés ces tissus mous donc c'est aussi très, très souvent des sortes d'inventions, des dessins en fait qu'on vient Il y a rajouter pas par-dessus. Les fossiles que vous voyez dans les musées, en fait, là, sont des reproductions en plâtre. C'est-à-dire que, alors, des fois, on a la chance de trouver des fossiles complets, et des fois, c'est très très rare, comme là pour le Rhodocétus. Et donc, en fait, ils font une reconstruction basée sur une interprétation. Mais il faut pas vous faire avoir par ça, parce qu'il y en a, ils arrivent dans les musées, ils voient le squelette, ils se disent, ah bah ouais, bah effectivement, là, il y a pas de discussion, sauf qu'en fait, c'est une invention en plâtre. Donc, faut vraiment être très Oui. méfiant vis-à-vis de ça, ouais. On Certains peut avoir musées ont le mérite de mettre en évidence avec des couleurs. Ils vont dire: «Bon, ben ça, c'est les os qu'on a retrouvés et ça, c'est la reconstitution». Notamment avec les T-Rex, souvent, ils font ça. Donc on voit très bien, en ouais. fait, ce qui a été un peu rajouté. Donc voilà, alors ça c'est le Pachycetus, le fameux. Donc l'image en dessous, ça c'est une reconstruction qu'ils ont faite en plâtre avec justement les narines qui auraient commencé à migrer sur le dessus. Et puis donc au niveau des yeux aussi, donc ils ont estimé qu'on aurait commencé à avoir une migration des yeux sur le côté. Et bah sur le dessus, en foncé, voilà ce qu'on a retrouvé. Quel fragment on a retrouvé du Pachycetus. Bah en fait, on sait pas du tout où sont les narines et on sait pas où sont les yeux. Donc en fait, c'est une invention totale et complète. Et en fait, après, on a retrouvé 4 crânes partiels et plus de 150 os du Pachycetus. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, ça ressemblait pas du tout à ça et qu'il avait pas du tout une migration des narines sur le dessus, ni les os sur le côté, ils les avaient sur le dessus. Et donc, ils ont dû se dédouaner. Et donc, en fait, ils se sont rendu compte que c'était pas du tout une baleine qui marchait. Et ce qui est dingue, c'est que ce Pachycetus est encore dans les livres de biologie actuels de l'école française comme une des preuves de l'évolution de la baleine. Alors qu'on sait depuis, je crois, depuis 15 ans que c'est pas un ancêtre commun. C'est pas incroyable ça? Donc les zones enfoncées sont, le vrai ce qu'on a vraiment retrouvé, quoi. Et ce qui est en blanc, c'est du C'est ça. dessin par-dessus, ouais. C'est ça. C'était une interprétation. Et donc le docteur Gingerich, bah, Parce que ça c'est continuel, en fait, depuis le début de Darwin. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de grandes annonces qui sont faites avec des découvertes. 30 ans plus tard, c'est invalidé.
Systématiquement, c'est toujours pareil. Sur l'évolution du cheval, je sais la dent qui était une dent de cochon alors qu'on avait dit que c'était une dent d'évolution humaine. Enfin, tout et n'importe quoi. Et en fait, à chaque fois qu'on va dire ça à un évolutionniste justement qui connaît bien ces sujets-là, il va dire bah oui, on s'est trompé, mais maintenant on a découvert tel truc et tel truc et tel truc, donc mets-toi à jour parce qu'il y a des choses beaucoup plus actuelles. Mais en fait, c'est toujours la même chose, Ouais, c'est c'est-à-dire bien pour le que critique, en fait. voilà, c'est une théorie qui change de forme en permanence et qui essaie de je sais pas comment dire, mais qui se transforme pour rester valide. Et dès qu'il y a un point invalide, ils vont dire oui, mais ça fait longtemps que nous-mêmes on n'y croit plus. Là, on a découvert d'autres trucs hyper intéressants. Ouais. En fait, c'est une théorie qui se met des pansements partout parce qu'à chaque fois, ça s'ébrèche, ça s'ébrèche. Bon, pour moi, quelqu'un qui a vraiment une vision complète et encyclopédique du truc, il a compris que le vase avait cassé depuis longtemps, mais il essaye de mettre des sparadraps qui tiennent mal pour voilà pour rattraper. Et l'émission que tu as fait avec FL Reptile, où vous avez eu le débat donc sur la dissociation du système respiratoire et du système manducatoire de la baleine, et disait mais oui bon ok peut-être que je sais pas comment ça s'est séparé, mais on a des fossiles intermédiaires. Le mec il a fait quoi, un master en paléontologie si je me trompe pas? Ouais. Je ne me souviens plus, oui. Ouais, enfin, je crois qu'il a un master. Pour moi, je crois que c'est un master en paléontologie et on lui a appris ça, c'est-à-dire que et je le critique pas hein, parce que forcément il répète ce qu'on lui a appris, mais on lui a appris ça, ces fameux fossiles intermédiaires de la baleine et le mec, on apprend à des mecs des théories complètement fausses à l'université. C'est sidérant en fait. Moi, ça me dépasse des trucs comme ça. Oui, et évidemment, c'est un peu toujours la même chose, c'est que c'est une théorie qui est complètement conduite par de l'idéologie. Et c'est assez malheureux parce qu'il n'y a rien de vraiment pratique et factuel. Et alors que par exemple, si on prend l'exemple de la physique quantique, ça a des applications industrielles. Donc un scientifique qui dit n'importe quoi, ça va faire des machines ou des outils qui ne fonctionnent pas de toute manière. La théorie de l'évolution, en fait, c'est spéculatif et les applications sont spéculatives. En fait, c'est des bouquins que les mecs vont écrire et vont dire, OK, on a évolué comme ceci, comme cela. Donc en fait, il y a aucun vraiment test. C'est que de l'ultra spéculatif. Donc c'est du brouillard en fait. Il y a que ça. C'est la théorie de l'évolution depuis 150 ans. On dit des choses, mais on n'est pas sûr. C'est invalidé au bout de 30 ans. On dit autre chose. C'est invalidé encore au bout de 30 ans, etc. C'est assez fascinant. Alors on continue. Ouais, vas-y, ouais. Donc, alors là, c'est pareil. Alors, tu vois, du coup, j'ai plus l'animal en tête. Ça doit être un Rhodocétus, pareil, ça. Donc, je crois que c'est le Rhodocétus. Et donc, tu vois, pareil. Donc, là, c'est pour illustrer le fait que sur les dessins, ils te mettent des narines qui ont migré, qui se sont. Parce que tu vois, nous, on a deux narines. Il y a plein d'animaux comme l'hippopotame, ils ont deux narines. Donc, les narines auraient fusionné et auraient commencé à migrer sur le dessus. Donc, ça, c'est le joli. Truc en plâtre qui te mettent à gauche avec une reconstitution avec des jolis dessins. Et puis quand tu vois les fossiles, les os qu'ils ont vraiment retrouvés, les fragments à droite, bah tu te rends compte que les narines, bah tu sais pas où elles sont quoi. Voilà, c'est pareil. C'est assez incroyable, effectivement, hein. Donc c'est vraiment bon déjà ils ont été bons de mettre les morceaux ensemble. Moi j'aurais eu beaucoup plus de mal. Ouais. Et encore, on n'est pas sûr que mais je pense qu'ils sont quand même à la bonne place. Mais effectivement, hein, c'est la Clairement. même chose. Mais tu vois, voilà, c'est très allongé et on sait pas où est la narine quoi. Et en fait, ouais, bah je te propose de continuer. En fait, pour tous les fossiles typiques, clichés de la baleine, on a que des couilles comme ça quoi. Excuse-moi d'être vulgaire. Alors, je voulais quand même venir à quelque chose. Parce que moi, tu me connais, je suis pas dogmatique. D'ailleurs, même avant, j'étais darwinien. Il y a des choses qui sont quand même perturbantes. On pourrait même en discuter sur Dieu, sur le fine-tuning de l'univers, sur plein de trucs. Et il y a des choses, notamment sur la baleine, qui sont perturbantes d'un point de vue, par exemple, qui pourrait être créationniste, même si moi je suis pas créationniste. C'est le fait que la baleine a des os de membres inférieurs perdus dans sa chair. Donc comme nous, on a l'os hyoïde ici, qui est pas rattaché au reste du corps humain, on a des os au niveau de la baleine qui sont détachés. Et donc on voit quand même qu'il y a un lien avec les mammifères par rapport à la méthode de gestation, par rapport au fait que ça respire sous l'eau, et par rapport au fait qu'elle a des membres inférieurs qui lui servent à rien, et parfois on a même avec des baleines qui ont des variations génétiques, en fait des baleines qui ont des morceaux de jambes en fait qui poussent à l'arrière. Pareil pour les dauphins, on a déjà eu des impadis qui poussent à l'arrière. Par exemple, pour les chevaux, on a aussi, au lieu d'avoir un seul sabot, on peut avoir deux petits sabots qui poussent sur les côtés
dans des cas de malformation génétique, comme nous, on a parfois des enfants qui naissent avec une queue. Et une théorie possible, et je dis pas que c'est la vérité, hein, je m'interroge, ce serait qu'on aurait une évolution qui serait saltationniste. C'est-à-dire que donc l'intelligent design serait toujours valide, et sauf qu'en fait elle serait programmée. Donc par exemple ça pourrait être un mécanisme épigénétique ou autre. Et par exemple comme quand les cellules se dissocient, tu sais, avec la cellule œuf, qui va donner après des cellules du foie, des neurones, une cellule épithéliale, etc. On n'a pas une évolution graduelle de ces cellules, mais en fait on a une différenciation avec un saut à chaque fois où les cellules vont se spécialiser. On pourrait se demander s'il n'y a pas, par exemple, avec une espèce de théorie de la panspermie, alors qui pourrait être déiste ou non, hein, des cellules qui sont envoyées sur Terre et qui, en fait, contiennent toute l'information génétique nécessaire. Et c'est pour ça qu'en fait, tous les mammifères arrivent un petit peu au même moment, mais vont se diversifier. Et qu'il y a quand même un lien au niveau génétique qui aurait été préprogrammé, qui fait que la baleine a des structures vestigiales. En tout cas, on voit pas du tout de gradualisme dans les fossiles, donc ça marche quand même pas, et on voit pas de possibilité que ce soit le hasard et la sélection naturelle, on l'a montré par le calcul, mais nier, qui pour moi est une évidence, qu'il y ait un lien quand même entre ces espèces et sur lequel on peut s'interroger, je trouve ça intéressant. Je sais pas ce que tu en penses. D'accord, ouais. Bah, du coup, oui, c'est intéressant. Alors, je sais qu'il y a des créationnistes qui te répondront sur ces eaux. Je sais pas ce qu'ils vont te raconter, mais il me semble que, alors, ce qu'ils vont dire, c'est qu'il y a des fonctions essentielles. Je ne me souviens plus lesquelles, mais ils vont te dire il y en a, soit pour la reproduction, soit pour les fonctions élémentaires du corps. Euh, donc, mais très intéressant, oui, parce qu'effectivement, il y a des proto-jambes, des proto-nageoires, enfin des proto-membres inférieurs sur des mammifères marins. Bon, qui sont complètement perdus effectivement dans la masse graisseuse ici, hein, mais c'est intéressant. Moi là-dessus, mon contre-argument, c'est mon argument des similarités qui n'impliquent pas l'ancêtre commun, tout simplement. C'est-à-dire que la baleine le dauphin a des gènes en commun avec la chauve-souris, qui sont complètement improbables, mais pour autant, c'est pas, on va pas essayer de chercher un ancêtre commun pour forcément satisfaire ce problème-là. C'est-à-dire que ce sont des systèmes créés et le système est de type modulaire et pas de type héritage avec modification. Mais du coup, effectivement, c'est là où on n'est pas exactement d'accord. Ouais, mais c'est même pas un désaccord, tu sais, d'ailleurs, moi j'ai même pas de vraies réponses sur l'origine de la vie, sur ses mécanismes, sur le fine-tuning de l'univers, sur la question déiste, extraterrestre, parce qu'en fait chacune amène des questions. Par exemple, si c'est Dieu, bah, d'où vient Dieu? Si c'est les extraterrestres qui les a créés, comment l'univers peut avoir des constantes aussi parfaites? Pourquoi on voit pas les fossiles intermédiaires? Pourquoi on voit justement ces structures vestigiales? Et moi, j'ai pas de bonne réponse là-dessus. Justement, je suis quelqu'un de pas dogmatique et qui m'interroge juste, je suis curieux. Donc c'est pas un désaccord, tu sais, c'est juste partager des idées, quoi. Oui, c'est intéressant. Moi, effectivement, hein, alors j'ai pas encore exploré toutes ces questions du fine-tuning, donc je les connais assez peu. Je connais l'argument principal, effectivement. Mais là, en l'occurrence, dans le contexte de ma chaîne, en général, j'en parle pas parce que je souhaite pas m'étaler sur plein de sujets. Et donc, effectivement, je sais pas trop, en fait. C'est des très bonnes questions. Il y a plein de théories qui se disputent un peu. Moi, mon objectif, c'est de faire gagner la team idée parce que c'est celle qui a le plus de plausibilité, tout simplement. Scientifiquement, la plus solide de très loin. Donc, en fait, je fais un groupe, hein. Donc, dans le groupe, moi, je mets tout le monde, hein. Il y a une des théories, créationnisme ou intelligent design, qui est vraie. En tout cas, elles sont toutes beaucoup plus proches de la réalité que ne l'est l'évolution naturelle, qui est une théorie fausse, en fait, tout simplement. Ça, c'est ma position. Alors, tu as parlé d'intelligent design. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo, voilà, qui découvrent un petit peu via cette vidéo. Je peux redonner une petite définition qui est sympa. Alors, c'est un peu moi qui l'ai reformulé pour qu'on comprenne. Bon, on n'a pas trop fait les choses dans l'ordre. Est-ce que je vais la trouver? Non. Résumer. Non, je ne vais pas la trouver. Bon, tant pis. Ok, donc ça, c'était la dernière image. Oui, c'est ça. Moi, j'ai fini ma partie. Très bien. Donc effectivement, très intéressant. Alors,
La baleine, on en parle beaucoup. Moi, je connaissais quand même assez peu. J'avais parlé un petit peu des problèmes de convergence évolutive parce qu'on a exactement cette structure-là que vous voyez à l'écran sur des requins, donc des ailerons en fait. Et du coup, ils font partie d'une branche complètement différente parce que les mammifères marins sont censés descendre des mammifères terrestres. Et j'en avais parlé, voilà, dans ce contexte-là. Mais là, on a toute une, c'est très intéressant parce que tu parles de plein de choses, en fait. Les 300 propriétés qui distinguent la baleine du reste des mammifères et heu et voilà le dossier qui est complètement vide, en fait. Et c'est en fait, c'est pas moi, il m'est arrivé la même chose avec, l'évolution humaine parce que j'ai lu quelques ouvrages qui ont été écrits qui sont remplis pareil de citations, hein. C'est exactement pareil, c'est ceux qui ont découvert les squelettes, bah, 20 ans après, ils reviennent en fait, ils disent: «Ouais, c'est vrai qu'il y avait pas grand chose, là-dessus, je suis plus trop sûr de moi». Mais comme tu dis, en fait, les dans les musées, ça change pas et c'est là où c'est très, très inquiétant. Moi, si j'étais évolutionniste, je m'inquiéterais parce que c'est extrêmement mauvais signe, d'avoir des sortes de, piliers idéologiques qui ne bougent pas, en fait. Mm. C'est très, très mauvais signe pour une théorie scientifique d'être dans cette approche-là. Alors évidemment, c'est peut-être pas leur faute, hein, mais il se trouve que c'est comme ça. Donc on va continuer de voir des couvertures de journaux avec, des évents qui migrent, sur le dos alors que rien n'indique que ce phénomène-là ait eu lieu à n'importe quel moment de l'histoire et voilà, ça va continuer donc c'est un très mauvais point, pour une théorie, voilà, d'avoir, aussi peu de support et autant de justement de diffusion, médiatique donc c'est très étrange. Du coup, moi, les sujets que j'avais aussi préparés, qui vont s'entrecroiser en plus avec, je pense, ce que tu as présenté là. Donc j'avais parlé du groupe Afroteria, en fin d'entretien la dernière fois. Donc j'ai préparé quelques slides. Donc le groupe Afroteria, c'est tout simplement, bon là, je vais me tromper évidemment, c'est un règne ou un embranchement ou une classe ou un ordre, je sais plus. En tout cas, l'histoire de ce groupe est assez intéressante parce que, comme vous le voyez à l'écran, il y a des animaux qui sont très différents les uns des autres et qui pourtant font partie du même groupe. Donc faire partie du même groupe, ça veut dire qu'ils ont un ancêtre commun, tous les 8 que vous voyez à l'écran, heu qui est plus récent que l'ancêtre commun qu'ils ont avec d'autres animaux, par exemple les loups. Voilà. Si vous voulez retrouver l'ancêtre commun entre, les loups et les éléphants, il va être plus lointain que l'ancêtre commun entre l'éléphant et la taupe dorée, la taupe d'Afrique, la taupe africaine. Donc voilà, c'est le groupe Afroteria et ce qui est intéressant, c'est que évidemment les morphologistes qui avaient commencé à classer les animaux et à faire des groupes, ben là, ils ont bondi quand ils ont vu ces choses-là, donc il faut comprendre comment c'est arrivé et pourquoi en fait les uns comme les autres se trompent selon moi, puisque en fait ils ont toujours le même postulat de départ qu'il y a eu une évolution et qu'il y a des transformations légères au cours des générations, alors que ce n'est pas le cas. Donc le point de départ, c'est très simple, c'est qu'en fait, c'est la génétique qui est venue donner le là, comme c'est le cas en fait depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Quand la génétique dit quelque chose, en général, les autres disciplines se plient, puisque c'est beaucoup plus des maths et des probas, et beaucoup moins on va dire, de spéculation ou d'analyse morphologique. Voilà, c'est plus, il y a des critères d'exactitude qui sont supérieurs, on va dire. Donc c'est très simple en fait. Là, vous avez plein d'animaux, vous regardez les ADN et il se trouve que pour tous les animaux qui ont un point violet, en fait, on a découvert des marqueurs génétiques, donc des éléments dans le génome qui sont extrêmement proches, qui sont peut-être les mêmes. Alors je ne sais pas s'il s'agit de complexes protéinaires, ou juste d'une ou deux protéines ou d'un ou deux gènes. En tout cas, c'est comme si on trouvait une séquence, par exemple, de 200 caractères qui sont identiques entre tous ces animaux qui ont un point violet. Donc évidemment, si vous trouvez ça, alors ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être peut-être un virus, donc une transmission latérale de gènes. C'est un sujet qui est de plus en plus à la mode d'ailleurs et ça peut être aussi, là je raisonne en évolutionniste, hein. Ça peut être, tout simplement un ancêtre commun récent et c'est cette théorie qui a été plutôt, privilégiée. Donc c'est les évolutionnistes molécularistes qui sont venus donner le ton sur, ce groupe Afroteria et voilà, en confrontation directe avec les morphologistes qui avaient fait d'autres classements. Par exemple, alors c'est dur de retenir, le nom de tous ces jolis animaux, mais on avait des membres qui faisaient partie des insectivores qui finalement ont été mis dans Afroteria.
Donc je poursuis ma présentation. Oula, j'ai beaucoup trop d'images, donc je vais tout fermer. Hop. OK. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu compris le système en général. Un extrait de la page Wikipédia, hein. Certains chercheurs considèrent que ces classifications, basées sur de récentes analyses comparatives de l'ADN, sont préliminaires ou controversées, parce qu'elles suppriment souvent les relations entre des groupes de mammifères qui avaient été établis sur des considérations morphologiques. Donc c'est comme ce que tu as dit au début, il y a des conflits permanents entre morphologie, ADN, génétique, etc. Il n'y a rien qui ne correspond à rien. Donc on regarde avec une loupe, on dessine un arbre de la vie, on regarde avec une autre loupe, on a un autre arbre, des conflits en permanence. Et donc voilà, pour donner un exemple, donc si vous observez ces deux taupes, une taupe en Europe et l'autre qui est une taupe dorée, je crois qui évolue en Afrique, puisqu'elle fait partie du groupe Afrotheria, eh bien il se trouve qu'elles n'ont pas d'ancêtre commun taupe en fait. Elles ont un ancêtre commun qui n'est pas une taupe, et en fait c'est une convergence évolutive qui a formé ces deux structures de manière aléatoire en fait. Donc il y avait les mêmes éléments dans l'environnement, et en fait ça a d'une certaine manière sculpté la taupe dorée d'un côté et sculpté la taupe européenne de l'autre. Donc elles ont rencontré exactement les mêmes challenges environnementaux. Donc ça, c'est évidemment la théorie évolutionniste pour expliquer cette ressemblance troublante entre deux taupes qui n'ont pas d'ancêtre commun taupe. Donc c'est la fameuse théorie de la convergence évolutive. J'ai fait, je crois, 2 vidéos dessus, mais c'est extrêmement important et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre l'importance de cette thématique-là. Parce que tu parlais de pansement tout à l'heure, c'est exactement un pansement. C'est-à-dire que on n'a aucune idée du coup sur cette fameuse convergence évolutive. On ne sait pas à quel point l'environnement est capable de conduire une espèce à ressembler à ceci ou à cela. Donc il y a les fameux papillons effectivement qui deviennent blancs et qui deviennent noirs, mais ce sont des papillons. Donc ils n'ont pas biologiquement de différence notable les blancs ou les noirs. Là, en l'occurrence, on a des systèmes très similaires qui apparaissent avec voilà, des griffes, etc., la cécité, la truffe, et bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que je suis pas un spécialiste, je connais pas les organes des taupes, etc. Mais c'est quand même extrêmement troublant. Et du coup, je pourrais montrer d'autres exemples de convergence évolutive. Donc, pour conclure un peu sur l'Afrotheria, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais de remise en cause du modèle originel qui est évolutionniste. C'est-à-dire que des évolutionnistes qui observent en fait, qu'il y a des points communs qui sont complètement en fait inattendus entre les éléphants et la taupe dorée, vont se dire forcément ah ben c'est qu'ils ont un ancêtre commun récent puisque l'évolution est vraie. Et c'est assez dommage parce que bah en fait on pourrait tout simplement remettre en cause le système dans son ensemble. Et en fait cette accumulation de similarités inattendues renforce plutôt la théorie du sac de nœuds et pas celle de l'arbre de la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ancêtre commun universel, mais il y a des répartitions aléatoires ou pas, on ne sait pas, entre les systèmes vivants, qui sont des systèmes créés et non apparus aléatoirement au cours du temps. Et pour moi, c'est la théorie tout simplement la plus raisonnable. C'est vraiment la théorie la plus raisonnable. Donc un athée militant va me dire mais non, parce que Dieu qui existe, ça n'est pas raisonnable du tout. Mais moi, je raisonne pas comme ça. En fait, c'est-à-dire qu'au début de l'analyse, on ne sait pas s'il y a des forces en dehors de la nature ou s'il n'y en a pas. Et en fait, on regarde le vivant et on conclut en fonction. Donc j'ai une image qui exprime un petit peu cette notion de modularité dont je parle beaucoup. Et donc je vais peut-être commencer par... alors, où l'ai-je mise? Je crois que c'est ici. Voilà. Donc pour parler de ce mécanisme de modularité, on pourrait parler de... J'ai une citation qui va mettre un contexte où je peux peut-être tout simplement commenter cette image pour commencer. Donc c'est très simple, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des ressemblances génétiques entre les animaux qui se ressemblent. Et ça n'est pas une surprise ni pour les idées, ni pour les évolutionnistes, puisque par exemple, si vous souhaitez créer des systèmes vivants,
vous allez très probablement avoir les mêmes gènes pour les mêmes fonctions. Donc, si on prend cette proposition-là, on retrouve effectivement beaucoup de similarités entre les chimpanzés et les hommes, et entre voilà, d'autres grands singes avec les hommes. Mais là où il est intéressant de parler d'un schéma modulaire, c'est que, donc si vous regardez les points, il faut imaginer que ce sont des gènes, par exemple, de 300 caractères. Vous allez retrouver, par exemple, ici le point marron, qui est en commun avec le gorille, mais qui n'est pas en commun avec le chimpanzé. Donc ça, c'est une première petite inconsistance à laquelle on ne s'attend pas trop. Mais c'est quand même possible, hein. Il pourrait y avoir un gène qui est perdu dans la branche chimpanzé. Mais le plus important, c'est que voilà, on peut très bien avoir les hommes qui ont 95 de gènes en commun avec le chimpanzé, 92 avec le gorille, mais pour autant, parmi ces 92 va y avoir des gènes que le chimpanzé ne possède pas, et donc tout un tas de faisceaux d'indices qui vont contre cette théorie de l'ancêtre commun. Voilà, oui, c'est très alors, moi, ce qui est drôle, c'est que souvent, j'accepte les chiffres qu'ils vont me donner les évolutionnistes, parce que c'est toujours pareil, ils vont se concentrer sur les choses qui prouvent leur théorie, et en fait, souvent, ils ignorent, les autres, et en fait, dans les autres faisceaux d'indices, il y a des choses complètement hallucinantes. Donc je ne me souviens plus si j'avais parlé des gènes orphelins, heu, la dernière fois, mais si on se concentre même justement sur les choses qui vont être propres aux chimpanzés ou propres aux humains, c'est comme pour la baleine où tu avais parlé de 300 protéines ou 300 gènes qui étaient uniques à la baleine, dont elle avait besoin pour, voilà, pour exister en tant que baleine, et en fait, juste entre les familles de grands singes, on a les mêmes, heu, éléments avec les gènes de novo ou les gènes orphelins, orphan genes. Donc là-dessus, il faut écouter Paul Nelson du Discovery Institute qui en parle depuis 10 ou 15 ans. Tout ça, ce sont des découvertes du 21e siècle, et c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que même dans des espèces qu'on croyait très proches, il y a une partie du génome, donc 10%, 5%, 15%, qui est complètement propre à un groupe en fait. Donc là, ça va être le groupe Homo, ça peut être le groupe Pantroglodyte, donc les chimpanzés. Ça peut être aussi des arbres. Alors est-ce que je l'ai, mon image avec les arbres? Je l'ai pas. Je la cherche une seconde. Gène orphelin, oui, donc je vais la trouver. Donc on a les mêmes choses, on a donc voilà, quand je parlais de ces inconsistances, on a pareil, c'est-à-dire que vous avez une fourmi qui va avoir des gènes en commun avec une abeille. Et en fait, cette autre fourmi, elle ne possède pas les gènes que la fourmi A et l'abeille possèdent. Donc en fait, c'est un sac de nœuds, c'est-à-dire que vous n'arriverez pas à faire un schéma d'héritage, si vous voulez représenter ces gènes. En fait, c'est forcément un schéma modulaire, et évidemment, ce sont des systèmes créés, donc c'est pas du tout gênant d'avoir un système modulaire dans le cadre de systèmes créés. Dans le cas d'un système qui évolue au cours du temps, ça voudrait dire que vous avez des échanges latéraux systématiquement entre des espèces. Donc par exemple, évidemment, on sait que ça ne se fait pas, donc il y a les chevaux et les ânes éventuellement. Et après, on n'a plus d'échanges latéraux dès que les différences sont assez notables. Et en fait, pour avoir cette structure en sac de nœuds, qui est la seule en fait qui permet de représenter le vivant sur une feuille, il faudrait qu'il y ait des échanges latéraux systématiques, puisque la descente avec modification, ça ne créerait pas autant d'incohérences. Donc voilà, si on prend, pour me concentrer hein, sur ce qui est en face de moi, donc Mellifera, qui est une abeille ici, elle va avoir 115 gènes, alors 115 familles de protéines en commun avec Floridanus, qui est ici une fourmi. Et ces 115 que vous voyez là, eh bien sa copine, Saltator, elle ne les possède pas, donc c'est extrêmement intéressant. Voilà, c'est un exemple, et je cherchais mon exemple de l'arbre, ah oui, qui est vraiment intéressant. Parmi les 38 800 gènes qui codent pour les protéines chez un frêne, un quart
sont propres aux frênes. Donc il y a les mêmes choses pour les arbres. On a un point d'interrogation qui fait la taille d'un frêne, justement. Il y a toute une partie du génome qui est complètement propre à ce groupe-là. Ça, c'est incroyable quand même, hein. Un quart des gènes qui sont propres aux frênes, c'est saisissant quand même, hein. C'est comme pour la baleine, c'est-à-dire que les évolutionnistes ont tendance à dire qu'il suffit un petit peu d'étirer, de changer des choses, comme si c'était de la gelée, en fait, les espèces vivantes. Sauf que depuis 50 ans, on découvre le contraire systématiquement. Donc, le système d'information qui fait fonctionner le vivant, l'ADN, est l'exact opposé, en fait, n'a pas du tout ces propriétés-là. Il a vraiment des séquences qui sont complètement uniques, selon que l'on regarde un groupe ou un autre. Aucun moyen de savoir quoi que ce soit sur l'apparition des gènes orphelins. Ils semblent apparaître comme par magie. Donc la magie, voilà, c'est la seule chose qui reste. Donc voilà, ça c'était le petit passage sur Afrotheria, et évidemment ça déborde, parce que c'est forcément lié à d'autres thématiques. Et un autre élément très intéressant aussi, donc ça c'est la question que vraiment je me posais depuis très longtemps, c'est depuis que je suis au lycée en fait, je me demande toujours ça. Donc j'ai fait un schéma pour exprimer un petit peu l'interrogation. Et elle est extrêmement simple, c'est-à-dire que donc on a le temps qui va vers le haut, donc ici on a l'ancêtre commun homme-chimpanzé. Donc la théorie d'évolution, c'est qu'en environ 6 millions d'années, donc 300 000 générations, on est passé de l'ancêtre commun homme-chimpanzé à l'homme moderne d'un côté et au chimpanzé moderne de l'autre. Et évidemment, la question, c'est de dire, bon, donc qu'est-ce qui se passe à chaque génération? Et dans le cadre de la théorie de l'évolution, voilà, il y a la lutte pour la survie, il y a l'impact environnemental qui va privilégier telle ou telle population. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a 300 000 générations sur cette ligne noire que vous voyez là. Et donc évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait des branches latérales en très très grande quantité, donc peut-être pas 300 000, parce que ça voudrait dire que chaque échelon, donc à chaque fois qu'une population a un petit peu évolué, elle se divise en deux, et en fait il y a on garde une trace, il y en a une qui reste sur sa branche et l'autre qui prend son autre branche. Et ça peut être tout simplement, la façon de l'imaginer, c'est que dès qu'il y a une évolution, il y a un groupe qui s'en va en fait, qui va à un autre endroit géographique, et du coup les deux vont pas forcément lutter de toute façon pour les mêmes ressources puisqu'ils sont pas sur la même zone. Euh, donc voilà, tout simplement, moi ce que je me suis demandé, c'est mais attendez, où sont dans le monde vivant ces états intermédiaires qu'on devrait trouver par dizaines et dizaines de milliers sur la planète Terre, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du 10e ou du 15e siècle, différents peuples ont commencé à explorer le monde. On aurait dû retrouver des centaines et des centaines de tribus hommes-singes. Jean, à ce sujet, moi j'avais trouvé très intéressant l'image ou la vidéo, je sais plus, que tu avais montré avec les différences osseuses et tendineuses sur je sais plus, sur un endroit précis entre le singe et l'homme, et tu montrais mais le nombre d'intermédiaires qu'il y avait pour que les gens comprennent en fait le nombre d'intermédiaires qu'il faudrait, mais juste pour changer des tout petits trucs, et justement il faudrait une sorte de dégradé d'arc-en-ciel homme-singe, enfin avec l'ancêtre commun bien sûr, entre tous ces intermédiaires, et on les voit pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà, c'est vraiment, c'est ça aussi donc c'est comme pour la baleine, c'est-à-dire qu'il y a des centaines et des centaines de choses qu'il va falloir changer dans un squelette. Donc effectivement, par exemple, la taille du crâne. Les chimpanzés ont des crânes plus petits. C'est facile d'avoir un crâne plus grand. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais par contre, au niveau mécanique, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, tu as déjà dit de toute façon que le registre fossile était vide. Mais même au-delà de ça, moi, c'est dans le monde vivant, je souhaite, il faut pour que cette théorie soit valide, qu'il y ait beaucoup moins de distance entre hommes et chimpanzés, entre baleines et non-baleines. Et le problème, c'est que dans le monde vivant, déjà, il y a de la distance, et elle est reflétée de toute façon dans le registre fossile. Donc les états intermédiaires, la zone grise que vous voyez ici n'a jamais existé. Cette ligne-là n'a jamais existé, la ligne qui est à droite n'a jamais existé non plus. C'est-à-dire que les chimpanzés ont des ancêtres chimpanzés. Donc je retrouve effectivement, je pense que tu fais référence à cette vidéo
Alors il y avait beaucoup. Ouais, voilà, les crânes, les petits, les mains, là, le sacrum, tout ça, tu peux mettre un peu tout, même juste le crâne, comparer le crâne. Et en fait, si tu regardes au niveau du détail, tous les petits changements, tu sais, mais vraiment l'allongement d'ossi, de telle branche, de telle aile, l'arcade zygomatique, le gognon, la taille des canines, la taille des fosses temporales, la projection de l'arcade sourcilière, etc., etc. Mais en fait, si tu cumules le nombre de différences anatomiques qu'il y a, mais c'est juste saisissant. Et donc, du coup, on devrait voir, en fait, dans la nature, tout un tas de gradations pour tout. Au niveau des sourcils, au niveau de l'arcade zygomatique, des dents, du menton, du gognon, de la crête sagittale, etc., etc. Et où sont-elles? Où sont ces intermédiaires? Ils sont pas... C'est très intéressant. Donc effectivement, par exemple, sur cette question-là, moi, il y a des choses que j'ai dit dans le passé qui sont en fait un petit peu fausses. C'est-à-dire que il y a quand même de la plasticité dans le cadre de l'espèce humaine. Vous allez avoir des squelettes qui sont quand même assez différents, avec des différentes rondeurs à différents endroits. Mais pour autant, donc là, en plus, on regarde que la tête, mais le but, c'est aussi d'essayer de mettre un chiffre, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas que le crâne qui a changé. Il y a toute la structure qui est évidemment bipède, donc qui est généralement bipède chez le pantroglodyte. Donc c'est-à-dire que le chimpanzé peut marcher debout, mais il a une démarche habituelle qui est plutôt à quatre pattes, alors que l'homme il est bipède, il marche sur deux pattes, comme l'autruche d'ailleurs. Donc peut-être qu'il a un ancêtre commun avec l'autruche finalement. Euh, et après, donc on a le bassin, la main. Donc ça, c'est un bassin chimpanzé. Ça, c'est le bassin humain. Donc voilà, c'est pas du aléatoire en fait. Si on vous modifie un peu votre bassin pour que ça ressemble un peu à ça, en fait, vous n'arriverez même pas à vous lever et vous allez rester sur votre lit toute votre vie. Donc c'est tout un ensemble en fait, un squelette. Et il y a évidemment les articulations avec les os qui vont être différentes. Donc tu as raison ouais, d'insister sur ce point. C'est pas juste étirer un squelette, le changer un peu et vous obtiendrez un homme ou un chimpanzé. Et évidemment, là, on parle que du squelette, c'est-à-dire qu'après, vous avez les notions d'intelligence, voilà, l'imagination, les tendons, les muscles, etc. Même le système hormonal, des choses comme ça, on a des choses différentes. Tu vois, toute la physiologie interne, en fait. Alors, bien sûr, il y a des éléments qui sont en commun, mais on a des choses qui sont des fois, même quand il y a une petite variation, ça va être pareil, mais tel nerf va passer différemment, va avoir une longueur différente, mais tout ça, c'est des trucs, bah, ça se reproduit. Un singe va donner la même longueur de nerf et un homme va donner la même longueur de nerf, et si le nerf s'était pas arrêté de pousser au bon endroit, bah ça passerait plus. Et tout ça, en fait, tous ces micro-changements sont nécessaires, en fait, et sont inscrits dans le patrimoine génétique, quoi. Oui, et il faut aussi rappeler que, en fait, un corps, donc je ne connais pas la durée de gestation des chimpanzés, mais en fait, tout ça, c'est pas d'abord les pieds, ensuite, voilà, c'est quand on est dans le ventre d'une femelle, ça se fait de manière, c'est extrêmement mystérieux parce que c'est très très dur d'observer tout ça très précisément. Mais en fait, il y a tout un programme qui est codé dans l'ADN qui vient dire, OK, les os, ensuite différenciation, les muscles, etc. C'est vraiment un programme qui est en fait réglé au millimètre parce que si vous faites A puis B, ça va être très différent de si vous faites B puis A. Parce que peut-être que quand vous allez faire l'opération B, il faut qu'il y ait des choses qui ont été créées dans l'opération A. Et sans ça, ça marche pas. Donc il y a évidemment un horlogeage extrêmement précis pour la formation d'un corps, tout simplement dans le ventre de la mère. Donc c'est aussi très, voilà, faut avoir ces choses-là en tête parce que en fait, il y a strictement rien qui est hasardeux. C'est plus que de l'horlogerie. C'est vraiment, c'est des systèmes qui ont une complexité qui est de toute façon supérieure à tout ce que les hommes sont en mesure de concevoir et même de comprendre. C'est-à-dire qu'à mon avis, on ne saura jamais précisément ce qui se passe, dans quel ordre, parce qu'il y a une quantité infinie d'interactions. Et tu parlais des différents niveaux justement de lecture dans l'ADN. Il y a des systèmes d'interruption on-off, donc il y a un gène qui va s'activer, ensuite qui va se désactiver selon telle ou telle condition. C'est purement de l'informatique en fait, c'est du code. C'est ça l'informatique, ouais.
OK, donc effectivement, je reviens sur l'argument. Depuis tout temps, moi, je m'interroge, sur, ce problème, de toute cette zone grise que vous voyez, qui n'existe pas, en fait, dans le monde vivant, donc au niveau de la ligne bleue et dans le registre fossile, évidemment, on souhaite des millions et des millions, d'états intermédiaires, surtout que les êtres humains, ont justement cette, crémation, donc ils enterrent les corps. Et évidemment, tous ceux qu'on retrouve, malheureusement, c'est des néandertals ou des homo sapiens. Ça ressemble beaucoup à des humains quand même. Hem et une dernière chose, là-dessus, donc oui, voilà, la réponse évolutionniste typique à ce problème-là, c'est de dire: «Mais non, l'évolution a eu lieu sur un petit groupe d'individus, pendant ces 6 millions d'années, jusqu'à la sortie d'Afrique il y a 300 000 ans». Et quel est le problème de cette théorie-là? De dire, il y a juste une population de 10 000 individus qui a évolué et ensuite, donc voilà, le village est inconnu, donc on retrouvera probablement jamais, des un registre précis et évidemment, c'est complètement, absurde puisque, tu as parlé justement des problèmes de probabilité pour obtenir des protéines fonctionnelles. On a vu que chez les humains, il y en a 175 ou même, je crois, c'est plutôt 500 qui sont propres à Homo sapiens. Donc, c'est pareil, c'est toujours un problème de maths, c'est-à-dire qu'il vous faut une population importante si vous voulez de l'évolution et le problème, c'est que les populations importantes laissent des traces. Donc si vous n'avez pas de traces, c'est probablement qu'il n'y a pas eu d'évolution parce qu'aujourd'hui, des êtres humains, il y en a 7 000 000 000. Donc 7 000 000 000 divisé par 10 000, alors je vais avoir, voilà, 700 000. Vous allez ouvrir certains bouquins, ils vont vous dire: «Bon, on a très peu de traces parce que l'évolution a sûrement eu lieu justement sur une longue période et sur un groupe, pas, un groupe assez restreint de population, donc aucune trace». Et gros problème, parce qu'aujourd'hui l'humanité, elle est 7 millions de fois supérieure à 10 000. Donc ça, c'est dans le cas où quelqu'un, voilà, émettrait l'hypothèse que ce groupe était, d'environ 10 000 individus. Et où sont les évolutions majeures, en fait, sur telle ou telle peuplade, chez les Polynésiens, chez les Japonais, chez les Africains, chez les Français, chez les Américains, chez les Indiens d'Amérique? Heu, où y a-t-il un groupe qui commence à se distinguer, radicalement, du reste des Homo sapiens et à se reproduire, plus efficacement, grâce à, des modifications aléatoires avantageuses. Évidemment, ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a des maladies ou des propriétés avantageuses qui existent chez tel ou tel groupe, mais il y a, pas d'évolution, et s'il y a eu évolution sur 10 000 individus, on devrait en trouver en fait sur un groupe de 7 000 000 000. Il devrait y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui se passent et ça n'est pas le cas puisque comme tu as dit, Heu, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, en fait, il y a de toute façon, une détérioration systématique, à cause des mutations et pas une amélioration. Parce que pour avoir une amélioration, c'est une chance sur, tu parlais de 10 puissance 64, donc c'est des choses qui n'arrivent pas en fait, même en 100 millions d'années si vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment intéressant, tout, bug en fait dans tous les sens pour cette théorie. On a beau, essayer de lui trouver à chaque fois des sortes de configurations qui font qu'elle peut marcher et ben, en fait, en y réfléchissant, ça fonctionne pas non plus. Hem, donc voilà, dans un sens ou dans l'autre, tout est sans dessus dessous. Hem, voilà, donc moi, j'ai couvert les deux trois éléments que j'avais préparés. Heu, oui, j'avais ça aussi, voilà, c'est un quand je parlais justement des êtres humains qui sont tous les mêmes, ils sont vraiment tous les mêmes, en fait. C'est-à-dire que donc ça, c'est des mains qui viennent de partout dans le monde et en fait, c'est les mêmes mains. Donc parce que parfois, il y a des évolutionnistes qui vont nous dire: «Oui, mais regarde, il y a des races, c'est soit des départs de branches, il y a les Africains, il y a les aborigènes d'Australie qui sont quand même assez différents et tout». Mais non, en fait, c'est les mêmes, ce sont les mêmes systèmes, donc ce sont des races, tout simplement et rien à voir avec, du coup, des différences avec des singes et il y a pas un seul être humain pour lequel vous pourrez, vous tromper, en fait, en disant: «C'est un singe» ou «C'est un humain». Donc voilà, moi, c'était un peu ce que j'avais préparé pour aujourd'hui. J'ai beaucoup de sujets, donc moi, je suis très occupé, donc j'ai du mal à garder un rythme, mais j'ai des sujets extrêmement intéressants que je souhaite couvrir, prochainement. Donc voilà, c'est 2 bouquins, qui sont très intéressants, qui parlent justement de l'évolution humaine et des haplogroupes. Donc cette fameuse question de à quand remonte, le Adam, c'est-à-dire l'ancêtre commun universel
par chromosome Y pour tous les êtres humains masculins. Et l'Ève mitochondriale. Voilà, il y a celle-là qui est assez intéressante. Je crois que c'est Rob Stadler qui l'a partagé lors d'une conférence. Donc c'est un généticien qui a travaillé sur voilà, les questions relatives à l'évolution. Et il est bon de se rappeler que l'évolution, voilà, coche quand même assez peu de cases. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve complètement invalidée tous les 10 ans, ou en tout cas certains segments. C'est tout simplement qu'il y a très très peu de cases qui sont cochées. Donc une théorie qui n'est pas reproductible et qui n'a pas de mesure directe, forcément, il est possible qu'un jour, voilà, il y a une contre-expertise, une contre-expérience qui ait eu lieu. Donc voilà, c'est un petit tableau que j'avais trouvé très intéressant. Et encore une fois, hein, le parallèle avec la physique quantique est très intéressant parce que la physique quantique, les différentes propositions étaient complètement loufoques quand elles ont été formulées par Bohr. Donc les notions de particules intriquées, enfin, c'était complètement tiré par les cheveux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des vérifications avec des expériences. Et la macroévolution, etc., on est encore très très loin de tout ça. Et on n'est que sur de l'ultra-spéculation. Voilà, donc c'est des choses à avoir en tête aussi pour faire les distinguos. Parce on a tendance, le contre-argument, souvent, c'est de dire oui, mais tous les scientifiques croient à l'évolution, donc c'est plié. Non, non, il y a vraiment déjà un pourcentage faible des scientifiques biologistes qui travaillent sur l'évolution. Et il y en a aussi beaucoup parmi eux qui sont sceptiques, en fait, et qui sont pas des défenseurs ou des athées militants qui vont se ranger, en fait, vers l'hypothèse la plus raisonnable. Et ben, nous, notre travail, en tout cas à notre niveau, c'est d'essayer de vulgariser un petit peu tout ça et de parler des nouvelles découvertes qui renforcent plutôt la théorie idée par rapport à la théorie évolution naturelle. Voilà, donc c'était une sorte de conclusion. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Pierre-Alexandre? Non, c'est bien, je pense qu'on a été complet. Enfin, on a été complet, on peut toujours faire plus, mais pour rester dans un cadre temporel respectable, on a abordé pas mal de trucs, donc c'était bien, ouais. Bah ouais, parfait. Donc je vais essayer de trouver une image sympa pour conclure. Je vais prendre un bel animal. J'ai une liste d'animaux ici. Tu veux lequel? La chauve-souris? Le cerf? Bah, je sais pas, tu veux dire quoi avec ça? C'est juste une image pour conclure? Allez, il est très beau ce canard là, il est très beau. Allez. Ouais, incroyable. En plus, moi, je suis du sud-ouest, donc j'adore le canard. Bah, merci à tous. Je sais pas à combien de temps, peut-être qu'on est à 1h15 d'entretien. 1h41. 1h41? 1h40, ouais. Bon, très bien. Donc, félicitations à ceux qui ont tenu, surtout si vous avez regardé en une seule fois. Donc là, il a été question de l'évolution de la baleine, voilà, de l'évolution humaine. Je prépare un gros dossier sur l'évolution humaine. Donc, je partage le lien que j'ai oublié de partager au début. Mon site, c'est le site Nivrad, donc il y a plusieurs dossiers sur l'évolution humaine. Donc ça, j'ai surtout écrit ça en 2021, ça a pas trop évolué, mais je prévois de faire une vidéo assez importante sur tout ce dossier de l'évolution humaine. Donc c'est moi qui ai écrit tout ça, voilà, en me basant sur différents ouvrages que j'ai lus. Vous avez tout qui est passé en revue, Homo floresiensis, Homo erectus, homme de Néandertal, etc. Donc il y aura probablement une lecture audio tout simplement de cet article-là, plutôt qu'une vidéo, ça sera plus facile à faire. Mais n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus, puisque là, j'en ai parlé un petit peu, du coup, en rebondissant justement sur l'évolution de la baleine. C'est la même chose pour l'évolution humaine, c'est sûrement la même chose pour d'autres dossiers évolutionnistes. Mais voilà, faut faire du débunkage parce qu'il n'y a rien en fait. Oui, parce que juste un petit aparté, j'aurais pu faire, si on avait plus de temps, un dossier sur l'Archéoptérix, sur le Tiktaalik, qui a été, comment dire, on voit bien que le Tiktaalik, c'est pas possible que ce soit l'ancêtre commun pour le premier animal qui sortirait de l'eau pour marcher sur Terre, parce qu'on a des traces de Zakelmi qui prédatent le Tiktaalik. Enfin, il y a plein de trucs à dire, mais en tout cas, dès qu'il y a des fossiles avec une évolution graduelle, c'est très très rare et on se rend vite compte qu'ils sont confrontés à de très nombreux problèmes. Ouais. Mais l'Archéoptérix en tant que tel, de toute façon, c'est complètement scandaleux parce que d'un côté, ils vont dire la taupe dorée, c'est la convergence évolutive, c'est pour ça qu'elle ressemble autant à la taupe européenne. Et de l'autre côté, ils vont dire l'Archéoptérix a des caractères dinosaures et des caractères oiseaux, donc c'est l'ancêtre commun.
Dans ce cas-là, Ouais. l'Archéoptérix peut très bien être une convergence évolutive côté dinosaure, ou même C'est côté... ça, déjà. Enfin, Déjà, c'est même pas tant que ça le cas, en fait, quand tu fouilles, on pourra en parler si tu veux, mais en plus de ça, c'est vrai que, bah, du coup, quand ça nous arrange, cette évolution, du coup, c'est une évolution logique, et quand ça nous arrange pas, c'est convergence évolutive, quoi. Donc, Ouais, exactement. je retourne ma veste toujours du bon côté, quoi. Exactement, c'est juste une histoire en fait, de pondération, c'est-à-dire qu'ils auraient pu dire, par exemple, les nageoires caudales, c'est ça qui nous aide à déterminer l'ancêtre commun. Dans ce cas-là, ils auraient mis les mammifères marins sur la branche poisson, et ils auraient dit, bon, ben, le système mammifère est une convergence évolutive par rapport aux mammifères terrestres. Donc en fait, c'est complètement arbitraire, en fait, toutes ces questions-là, et ils ont du mal à s'en rendre compte, donc faut les aider un petit peu. Bon, mais très bien, merci à tous alors, et à la prochaine fois sur la chaîne Jean Cuivre. Et peut-être le mot de la fin, Pierre-Alexandre, si tu Non, bah, bonne soirée à tous, et j'espère que ça vous a plu, que ça va vous permettre de faire des recherches sur le sujet. Voilà, très bien, à bientôt.